Sunday Night Production. Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez voir ou revoir la série Breaking Bad et ses 5 saisons, ou alors vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis. Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il revoir Breaking Bad ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert, peut-être aussi expert que nos serial killers du jour. Vacances oblige, nous avons une équipe un peu différente mais tout aussi talentueuse, je vous les présente. La première serial killeuse, vous la connaissez, c'est une attachée de presse qui secrètement gère un énorme trafic de drogue en France. Elle est notre Heisenberg à nous, c'est Emma Salvarelli. Pas de vacances pour les criminels. Pas de vacances, toujours là, toujours au rendez-vous. Ça fait beaucoup rire. Justement. Et face à elle, nous avons une seconde serial killeuse qui ne sait pas encore dans quel bourbier elle vient de mettre les pieds. Elle regarde d'un œil inquiet Emma, mais nul doute qu'avec son panache proche d'une Daenerys Targaryen, elle va pouvoir faire face, c'est Clémence Michaud. Et j'ai pas de punchline. Et t'as pas de punchline. Non mais ça va, tu te fais pas trop bisuter hein. Ouais, t'as vu ça, il est gentil. Et avec les nouveaux quand même, faut être sympa. Je me suis toujours demandé ce que serait la phrase d'accroche pour moi et je suis pas déçue. Et on va voir pour le prochain. Notre prochain serial killer est un responsable marketing qui est un peu notre El Professor de la Casa de Papel, puisqu'il va se précipiter sur l'argent en nous parlant tout à l'heure du budget et de la production de Breaking Bad. C'est Michael Godefroy. Salut, est-ce que j'ai autant de charisme que lui, quel professeur? Je ne sais pas. On va pas te mentir, non. On va laisser. Ça commence bien. Emma, elle est là en daronne. Elle est là. Sûr. C'est mon bébé ici. Elle est là pour intimider les petits nouveaux. Mort. Bon, aujourd'hui, vous l'avez donc compris, c'est la série culte Breaking Bad qui est disponible sur Netflix que nous allons décortiquer, décrypter. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors, annulation, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va vous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous et commençons cette semaine par de l'animation. Et vous savez à quel point j'aime l'animation. Vous avez sûrement entendu parler du projet Blade Runner Black Lotus, la série animée dont l'intrigue se déroulera en 2032, donc on a un petit peu de temps avant que ça arrive, et qui fera le lien entre les films Blade Runner et Blade Runner 2049. Coproduite par la chaîne Adult Swim et la plateforme Crunchyroll. C'est la première fois que j'entendais parler de cette plateforme et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes dessus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer son casting voix qui va vous faire plaisir. La série réunira Jessica Henwick qu'on a pu voir dans Game of Thrones et dans Iron Fist dans le rôle principal. Il y aura aussi Josh Duhamel qu'on avait vu dans Transformers qui lui aura le rôle du redoutable Blade Runner Malraux-Louis. Les noms sont hyper compliqués à prononcer et vous savez que j'ai du mal. Il y a Brian Cox aussi qu'on a vu dans Succession qui aura le rôle de Neander Wallace Sr., le fondateur de Wallace Corporate, ou encore Petty List qu'on a vu dans Cobra Kai. Pour continuer dans l'animation, moi j'ai le plaisir de vous annoncer la suite du film de Disney+, qui est Monstres et compagnie au travail. On avait vu dans Clapement 5 quels étaient nos Pixar préférés, et ben moi Monstres et compagnie en faisait partie, donc c'est pour ça que je suis ravie de voir que ça va sortir. Et donc l'histoire de Monstres et compagnie au travail, elle arrive 20 ans après la sortie du film original. La série est composée de 10 épisodes et marque le retour du célèbre duo de Bob et Sully. Alors juste, je crois que c'est pas un film, donc c'est un film qui est la série sur Disney+, mais c'est un film Pixar et non de Disney+. C'est pas un film du coup, c'est une série. C'est une série, exactement. C'est pas évident, on va y arriver. On va y arriver. J'y crois. Et enfin, les fans de jeux vidéo, parce qu'on est à fond animation cette semaine, le tournage de la série The Last of Us a débuté. Gabriel Luna a annoncé dans un post Instagram en fin de semaine dernière le lancement de la production au Canada via une photo du tournage le mettant en scène avec ses camarades Pedro Pascal et Nico Parker, ainsi que le réalisateur Kantemir Balagov et la directrice de la photographie Xenia, je dirais. C'est pas évident. Xenia Sereda. Pas évident les noms dans cette chronique. Ça sera jamais facile pour moi. Est-ce que Clémence et Mickaël voulaient réagir sur quelques informations qu'on a entendues? Clémence, j'ai oublié de préciser que tu travailles chez Warner Bros. Tu es une spécialiste de la série, comme on peut dire. Oui, je vois Adult Swim et je me sens corpo tout à coup. Oui, je suis contente. Beaucoup de Warner en plus là-dedans, beaucoup de HBO. Alors moi, je remarque quand même qu'il y a un revival de séries partout.
Alors là, on a eu Gossip Girl, je crois que l'épisode est sorti hier ou aujourd'hui. On a aussi, je crois, Disney+, qui a fait plein de trucs, genre Ouch, le film avec Tom Hanks et... Ouch Jake and Ouch, John and Ouch, je sais plus. Enfin bref, il n'y a que ça des revivals. C'est vrai. Pretty Little Liars, c'était... Ouais. J'ai un peu peur, hein. C'était déjà interminable, je comprends. Ouais, il y a encore des trucs à raconter, ok. On va voir ça. Et toi, Mickaël, est-ce que tu veux réagir sur... The Last of Us, déjà le jeu vidéo, le deuxième, je crois qu'il a reçu tous les prix là, cette année pour les meilleurs films, enfin meilleurs jeux, donc il a reçu tous les prix. Grosse hype. Et Pedro Pascal est partout. Juste, je tiens à dire, cet homme est partout en ce moment. Donc, et on l'adore Pedro. On adore, on a hâte de voir ça, mais il est maintenant un peu temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique, notre analyse et critique de Breaking Bad. Il est l'heure de passer... Et c'est Clémence qui va commencer un peu les hostilités en nous préparant un petit mélange chimique pour créer une drogue qui va nous ramener aux origines de Breaking Bad. J'espère que Florian sera fier de moi. T'as parlé en plein jingle. Je savais pas que ce jingle était interminable aussi. Il est un peu long. Que disais-tu du coup ? Non, je dis, j'espère que je serai à la hauteur de Florian. De Florian, j'imagine, on croit en toi. Si tu nous entends. Bon, alors tout commence lorsque le créateur de la série, Vince Gilligan, rencontre Thomas Schnauz, un nom pour toi, Emma, pendant ses études de cinéma à la prestigieuse université de New York. Ils sont tous les deux scénaristes et ils rejoignent le pool d'auteurs de la série X-Files qui sera diffusée de 93 à 2002. Quelques années après la fin de la série, ils se retrouvent au chômage, ils continuent d'écrire et d'enchaîner les réunions pitch, mais rien n'aboutit. Et en fait, ils restent en contact et ils s'appellent régulièrement pendant ces longs mois de passage à vide à la recherche d'une idée. L'idée du siècle qui fera frémir les chaînes de télévision. On rappelle que tout ça se passe en 2004, année du lancement de la série Lost de Facebook. Et rappelons que Millie Bobby Brown n'était pas née. Voilà, merci de rien pour Dieu. J'apprécie pas ce qui se passe ici. Hein. Juste un petit rappel. Donc 2004, c'est l'année de l'épiphanie à l'origine de Breaking Bad. L'idée vient d'un article du New York Times qu'avait lu Thomas Schnauz le matin même et qu'il raconte à Vince au téléphone. Et c'est l'histoire d'un mec arrêté dans son RV qui dealait et qui vendait de la meth et autres opioïdes peu recommandés, un peu comme un marchand de glace. Il y a une autre version de cette histoire qui existe, je pense que c'est la version simplifiée, qui serait que tout serait parti d'une blague de Thomas qui aurait dit à Vince « Viens, on plaque tout, on achète une caravane et on fabrique de la meth ». Un peu comme quand tu proposes à tes potes de tout plaquer pour aller élever des chaises dans le Larzac. Et en fait, t'as des potes particuliers, toi. Des potes particuliers. Et en fait, ce qui intéresse Vince dès le départ, ce sont les motivations qui poussent quelqu'un à faire ça. Donc la genèse est vraiment dans l'arche du personnage de Walter White, autour d'une question centrale. Qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un vers l'illégalité et vers un paradigme et un style de vie complètement différent ? Donc c'est la chaîne AMC qui s'intéresse... La chaîne AMC. En France. On est en France ici. La chaîne AMC s'intéresse très vite au projet, mais les scénaristes hésitent, parce qu'à l'époque, AMC n'est pas exactement connu pour ses dramas primés. Ils se racontent qu'un petit projet, une série historique nommée Mad Men serait en production, mais rien de bien important. Et si Breaking Bad est devenue une série phare d'AMC, elle aurait pu être un show de la chaîne FX. En effet, c'est elle qui, à l'origine, avait commandé le script du pilote à Vince, mais elle a finalement décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Son président John Landgraf a alors déclaré « Nous avions 3 dramas à l'époque avec des anti-héros en leur centre, Nip Tuck, The Shield and Rescue Me. Et la question était donc de savoir si nous en voulions un 4e et si nous voulions être définis de la sorte. Mais le script était magnifique. Si j'avais su que Vince Gilligan deviendrait l'un des meilleurs showrunners de la télévision et la série, l'une des meilleures séries du moment, j'aurais évidemment commandé malgré le concept. » Mais les scénaristes ne sont pas le seul apport de la série X-Files. Avec Bryan Cranston, la rencontre s'est faite des années auparavant, sur un épisode où il devait jouer un kidnappeur assez pathétique, un personnage qui était compliqué et nuancé à caster. Et Vince avait été frappé par la performance de Bryan. Il l'a reconnu des années plus tard dans Malcolm et a pris conscience de la gamme de son jeu. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un peu le mélange parfait pour incarner Mr. White avec sa double personnalité. Vince avait déjà vu le potentiel dramatique de Bryan et sa capacité à générer de l'empathie, malgré son rôle de méchant, mais aussi a découvert sa capacité à être extrêmement à l'aise dans un registre comique. Dès l'ébauche du projet, Gilligan met un point d'honneur à ce que l'humour soit présent dans la série, de façon la plus authentique possible, je cite, pour créer un équilibre avec la violence ambiante, parce que sinon, ton show, il est juste glauque, et c'est ce qui explique pour lui l'échec commercial du spin-off de X-Files Millennium, dont il était quand même fan.
Et encore une X-Filerie au casting, Aaron Paul, qui a 29 ans en 2008 et qui raconte qu'il est à un point mort absolu côté carrière, qui va de pub en pub pour payer son loyer, qu'il était désespéré financièrement. Et il avait joué dans l'épisode Lord of the Flies de X-Files et Vince l'a tout de suite reconnu lors des castings. Ils ont mis quand même 2 semaines à donner leur réponse et à l'appeler parce qu'en fait personne ne voulait de lui à part Vince Gilligan. Donc voilà, pour conclure, le soin apporté à la constitution du casting a été assez central et son showrunner et les studios ont beaucoup insisté sur l'authenticité et des critères importants sans vouloir vexer personne, c'est-à-dire que les personnages soient vraisemblables, pas trop beaux, à contre-courant de beaucoup de séries et de films hollywoodiens, capables de générer des émotions complexes. Enfin, on pourrait dire que Breaking Bad est une série qui traite de transformation, qui s'intéresse de près à tout le processus qu'implique ce changement, mais plus largement, Vince se raconte qu'à la base, c'est quand même un show qui est profondément ancré dans la réalité et qui peut être considéré comme un commentaire sur l'Amérique, la crise des opioïdes et le système de santé. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces infos. Emma, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous résumer, nous rappeler quelle est l'histoire de ce premier pilote, de ce premier épisode de Breaking Bad? Mais avec plaisir. Du coup, lors de ce premier épisode, on rencontre Walter White, un professeur de chimie de 50 ans qui commence secrètement à produire de la méthamphétamine pour subvenir aux besoins de sa famille le jour où il découvre qu'il a un cancer du poumon en phase terminale. Il se met donc en équipe avec un de ses anciens étudiants, Jesse Pinkman, qui est dealer de meth. Alors ici, parmi vous, qui a vu Breaking Bad au moment où la série battait son plein? Personne. Tu te poses vraiment la question? Non, tout le monde? Ah bah non, c'est pas évident. Si, alors moi j'ai regardé, mais je dois avouer que j'ai pas tout vu. Parce que, ah oui, d'accord. C'est pas du tout la question. C'est pas tout à fait la question, mais on prend quand même en note. Non, mais attends, en fait, je réfléchis et non, je crois que je l'ai pas vu à ce moment-là parce que tout le monde parlait de ça et ça m'a saoulée. Et je crois que je l'ai vu, comme Game of Thrones, je l'ai regardé 1 ou 2 ans après le début. Ah oui, parce que donc, révolte. rappelons que c'est une série donc, qui a commencé en 2008 et qui s'est arrêtée en 2013, donc c'est cette période-là. Moi aussi, je crois que je l'ai pris un peu plus tard, mais justement, quand vous l'avez regardé, est-ce que vous vous souvenez pourquoi, ou alors en la revoyant peut-être, pourquoi est-ce que ce personnage de Walter White est aussi attachant, ou alors est-ce qu'il l'est pas, peut-être vous allez me dire, alors que c'est quand même un anti-héros, Emma, tu vois. Bah, pour reprendre ce que disait Clémence, c'est parce que c'est un personnage qui est tellement réaliste et qui est ni trop beau, ni trop attachant. Enfin, il a des qualités et des défauts d'un humain qui fait qu'on s'attache, et c'est un père de famille qui se démène juste pour maintenir sa famille à flot, et pour ça, t'es obligé de t'y attacher, et surtout, il est tendrement attachant par son côté maladroit dans sa vie en général. Tout ce qu'il fait, à un moment, il y a de la maladresse d'une manière ou d'une autre, même quand il essaye de s'énerver dans la scène où il décide d'envoyer son boulot chier. Dans l'épisode 1. Ouais, dans l'épisode 1. Et il le fait de manière maladroite, et c'est ce qui fait que c'est un personnage qui est vraiment attachant, comme le père de Malcolm dans la série, en fait, parce que on peut tous s'y retrouver, je trouve, dedans. Et toi, Michael, est-ce que tu as remarqué une façon d'écrire qui est propre à ce créateur, Vince Gilligan, au cours de la série, par exemple? Lui, il est beaucoup dans les détails au fur et à mesure. Enfin, toutes les saisons sont assez longues, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte, il prend son temps. Et c'est, en fait, Breaking Bad, c'est une immersion aussi dans le quotidien de Walter White. Donc c'est vraiment, c'est long comme série, c'est à la fois prenant, mais c'est quand même dans son écriture, je trouve. En tout cas, c'est vraiment dans les détails, dans tous les détails, il est super précis, super carré. T'es d'accord avec ça, toi, Clémence, qui t'es intéressée à Vince Gilligan, qui a creusé son portrait Oui, alors c'est vrai qu'il prend son temps, il a l'air extrêmement obsessionnel dans les détails, notamment la saison 2, sans spoiler, où il se passe un accident assez grave. Et en fait, il y a vraiment des détails qui te plantent le truc. T'as du foreshadowing, comme on dit. Moi, c'est surtout, je trouve qu'il a une intelligence il collabore vachement avec ses autres auteurs. Par exemple, des personnages qu'il veut tuer ou des choses comme ça, où ses auteurs lui disent non, stop. Et même sur X-Files, il parle beaucoup de l'écriture. Et donc, tu sens que c'est un mec qui a l'esprit d'équipe, mais en plus de ça, qui interagit vraiment avec ses acteurs. Et je trouve que du coup ça rajoute une sensibilité, ça rajoute un truc au personnage, et je pense que le réalisme est là-dedans, en fait, vraiment, c'est qu'il sait écrire pour ses acteurs en particulier. Mais c'est marrant, tu parlais de la saison 2, et je trouve que déjà dans ce premier épisode on retrouve un élément qui arrivera en saison 2, c'est-à-dire que le premier épisode, on peut le lire, ça commence avec la fin quasiment, où il est en course-poursuite, on sait pas trop ce qu'il fuit, on a l'impression vraiment qu'il va déjà mourir dès le premier épisode, Walter White, et finalement à la fin on découvre que on se doute qu'il
il s'en sort et on comprend un peu plus comment il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et la saison 2, c'est sur un épisode, on a cette narration qui est pas tout à fait chronologique. Et la saison 2, c'est sur toute la saison où elle commence en nous parlant d'un crash d'avion et en nous vraiment, je crois qu'on voit les lunettes de Walter White ou quelque chose comme ça qui présage que ce qui va arriver par la suite va être catastrophique. Et finalement, à la fin, on apprend que c'est pas si, on comprend ce qui s'est passé et on voit que c'est pas si grave que ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu gratuit cette façon de procéder, d'écrire en annonçant quelque chose et finalement en disant après en fait non, vous inquiétez pas, on vous a teasé quelque chose qui en fait est pas très grave. Emma? Non, je trouve pas, parce qu'au contraire ça amplifie l'attachement que tu te fais au personnage, parce que justement tu t'attends tellement au pire, tu t'attends à te dire putain mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je vais apprendre à la fin de cette saison, que t'es soulagé quand en fait il se passe pas ce que tu... Oui. En fait il joue mais c'est beaucoup pas un peu facile? Non, il joue beaucoup sur l'imagination du spectateur, c'est ce qui fait que ça a autant créé du suscitement de la part... Je sais pas si ça se dit... Suscitement, je crois pas, mais que ça a suscité l'intérêt de la part des téléspectateurs, parce qu'on se sentait... Je parle parce que moi j'adore cette série, mais on se sentait investi, on se disait, mais on s'imaginait le pire. Moi j'avais envie de voir tout de suite l'épisode d'après, parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, je pense que c'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs. Mais en quoi alors ce premier épisode il présage de ce que va devenir Breaking Bad au cours de ces 5 saisons, Clémence ou Michael? Ah ouais, non mais là je suis allé loin là. Qu'est-ce que tu présages sur 5 saisons? Non mais en quoi il y a l'identité de Breaking Bad, de ce que devient Breaking Bad à partir de ce premier épisode, Michael? Moi je trouve qu'il introduit superbement bien les deux personnages principaux. Tu parlais des feintes que le réalisateur aussi aimait beaucoup, feinter le spectateur. Il y en a tout le temps dans l'épisode. Bien sûr, quand il est tout nu, qu'à la fin on voit en fait que c'est juste les pompiers, mais juste par exemple quand il tabasse le jeune dans le magasin, on s'y attend absolument pas. C'est gratuit aussi. Et il refeinte le spectateur. Ça, ce côté surprise, on l'a tout le temps, sur toute la saison. L'univers de la drogue, je trouve qu'il est super. Déjà des plans super sympas sur juste la création de l'amphétamine. Donc tout est bien posé. Et avec aussi le côté cliffhanger à la fin qu'on a sur toute la série. Je trouve que tout est parfaitement introduit dans ce pilote. Bon, on reprend cette discussion dans un instant, mais je reste avec toi, Michael, parce que je le disais en intro, tu vas rafler tout l'argent sale d'Eisenberg en nous parlant du budget, de la production et du tournage de Breaking Bad. Un des détails très importants de la série qui nous montre à quel point la production a travaillé Breaking Bad aux petits oignons, c'est le générique. Alors quand on étudie attentivement le générique de la série, on s'aperçoit que toutes les lettres qui défilent devant nos yeux correspondent aux représentations des symboles chimiques, selon le tableau périodique. On comprend donc plus facilement pourquoi sur les différentes affiches professionnelles de la série, les lettres BR de Breaking Bad et BA de Bad sont accompagnées d'un numéro et contenues dans un cadre. En effet, BR est le symbole du brome, dont le numéro atomique est le 35, et le symbole BA renvoie à l'élément chimique barium, dont le numéro atomique est le 56. Le créateur a donc voulu mettre en évidence, à travers le titre, le lien important qu'il y a entre la série et l'univers de la chimie. Et vu que le sujet principal est l'argent et la drogue dans cette série, nous allons aujourd'hui faire le tirage des numéros gagnants du loto Breaking Bad. Et c'est parti, attention, premier numéro gagnant, le 3. 3 millions de dollars, c'est le coût par épisode. L'une des séries récentes à succès de ces dernières années n'est finalement pas une des plus chères. Breaking Bad est même l'une des plus rentables, ce qui devrait plaire aux spectateurs fans. Deuxième numéro, 225 000, c'est le salaire de Bryan Cranston par épisode de 225 000 $. Selon la dernière enquête de TV Guide, Bryan Cranston devrait toucher cette somme pour l'ensemble de la deuxième partie de la saison 5 de Breaking Bad, soit 1,8 million de dollars. Ensuite, on tombe sur 80. On monte d'un cran avec 80 millions de dollars, qui est la fortune estimée de Walt. Dans l'une des vidéos bonus publiées par la production de Breaking Bad, celle-ci espère nous apprendre à dissimuler 80 millions de dollars dans le désert, soit la fortune du personnage de Bryan Cranston. 9900, quand on aime une série, on ne compte pas. Lorsque le symbolique slip de Walter fut mis aux enchères, il atteignit la valeur de 9900 $. Ensuite, nous avons un 7, c'est le nombre d'Emmy Awards qu'a obtenu la série. Acclamé par la critique, Breaking Bad a été nommé à 24 reprises aux Emmy Awards et a récupéré un trophée à 7 reprises. Bryan Cranston a été primé en tant que meilleur acteur dans un rôle principal pour un drama en 2008, 2009 et 2010.
Et l'engouement va encore une fois un peu plus loin. En octobre 2014, soit 1 an après la fin de la série, une mère de famille américaine a lancé une pétition pour qu'une célèbre enseigne de magasins de jouets cesse de vendre des figurines de Walter White portant un plateau de meth, quand bien même celle-ci est déconseillée aux enfants de moins de 15 ans. Et enfin, le numéro 1, comme une saison, c'est le temps que devait passer Jesse dans la série. Impossible désormais d'imaginer Walt sans Jesse. Pourtant, à l'issue de la saison 1, le personnage d'Aaron Paul devait être tué. Néanmoins, malgré la grève des scénaristes qui a réduit la première saison à 7 épisodes, Vince Gilligan, le créateur de la série, a su flairer l'entente entre les deux personnages et a sauvé Jesse. Le scénario prévu a été repensé pour les saisons suivantes. C'est donc la fin de notre loto, j'espère que vous avez tiré le gros lot. Mais assez parlé de chiffres, je vous parle des lieux maintenant. La série est tournée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Si les premiers scripts de la série plaçaient l'intrigue en Californie, les coûts de production ont poussé Vince Gilligan à changer d'état pour le tournage avant d'y situer finalement le lieu de la série. La maison de Walter White se situe au 3828 Piermont Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Cette adresse est devenue le lieu de pèlerinage des fans de la série. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lors du tournage de la 3e saison, le manque de budget à la suite de scènes tournées loin des lieux habituels a contraint la série à concentrer un épisode sur la relation entre Walter et Jesse Pinkman. Donc, c'était l'épisode 10 de la saison 3, l'épisode de la mouche. Et donc ils étaient coincés dans un décor unique, minimisant ainsi les coûts de production. Enfin, vous pensez connaître la fin de Breaking Bad, détrompez-vous, imaginez que la série n'ait en fait jamais existé, que tout n'était qu'un rêve, c'est en tout cas l'idée de la fin alternative offerte en bonus de l'intégrale en DVD, un bijou d'humour dans lequel on retrouve Hal, le père de Malcolm, ce personnage qui a rendu Bryan Cranston célèbre. Aux côtés de son ex-partenaire Jane Kaczmarek, c'est dur aussi Emma. C'est pas évident celui-là. Pas mal. L'acteur nous régale avec une scène aussi géniale qu'inattendue. Hal se réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar dans lequel il était Heisenberg, un cruel caïd de la drogue. Et si c'était vrai? Bah merci beaucoup. Est-ce que vous aimez cette fin? Est-ce que ça aurait dû être la fin de la série, cette fin de Malcolm qui relie à Malcolm? Elle est vraiment très bien Ouais. cette fin. Elle est approuvée par Il s'est l'équipe. remis dans la peau de Hal à une vitesse. Cet acteur est mon dieu, Non, mais il est génial, je le trouve fantastique. Ah, et ces prix donc qui sont mérités pour Bryan Cranston? Ah ouais. Un peu, ouais. Mais C'est- vous l'avez déjà vu en interview ou pas? Non, pas particulièrement. Pour Bah, les si, j'ai déjà vu des interviews, mais... Non, mais surtout les interviews de Breaking Bad, il garde son personnage Ah, à fond et je le trouve fantastique. Il lâche des punchlines à des enfants et tout. Non, mais à un moment, il a dit à un de vos enfants, à un des enfants, genre, qu'est-ce que tu penses de la ville? Ah bah, c'est sympa parce qu'il y a ta mère. Ah ouais. ah oui, d'accord, ça tire. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de Jesse, effectivement, il voulait le tuer à la première saison. Et une fois que la production était bien avancée et que ça se passait bien, il s'est dit, bah, je vais lui dire quand même. Il est allé voir Aaron Paul. Il lui a dit, bon, honnêtement, je voulais te tuer à la fin de la saison 1 et partir sur un carnage vengeance à la saison 2. Et à partir de ce moment-là, Bryan Cranston a insisté pour lire le scénar de chaque épisode un jour en avance. Ouais. Et à chaque fois, il a appelé Aaron Paul, il disait, bon, cet épisode-là, tu meurs, mais t'inquiète, la mort, elle est ouf. Et à chaque pauvre. fois, il marchait, apparemment. Le pauvre Aaron Paul est traumatisé. Donc, Aaron Paul, pareil, donc c'est un duo qui fonctionne. Pourquoi ça fonctionne aussi bien, ce duo Bryan Cranston et Aaron Paul? Vas-y, Emma. La différence d'âge. Je Dis- pense que c'est ça. Ils sont tellement à la fois à des mondes opposés et Ouais. pour arriver à un même but qui fait que c'est encore plus drôle et que c'est les deux s'harmonisent super bien. Mickaël, t'es d'accord avec ça? Oui et non, alors ils ont le même projet, mais ils ont aussi un projet de vie un peu différent. Quand même, l'un a sa famille, il doit protéger ses enfants, il veut se faire de l'argent pour ses enfants. Et Pinkman, c'est juste vivre sa vie. Il a il a pas de meuf, il a pas d'enfant, il a pas de famille, il a rien du coup. Mais juste, il veut se faire plaisir. C'est deux opposés C'est qui se rencontrent. Est-ce que justement, donc c'était le choix parfait pour vous, Bryan Cranston, dans ce rôle de Walter White? Évidemment. Évidemment pour Ouais. Clémence. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas Breaking Bad sans Bryan Cranston. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas Breaking Bad sans Aaron Paul non plus. Ah oui. Franchement, et je trouve qu'il y a une relation de. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a une relation d'interdépendance entre les deux, en fait. Et même au fur et à mesure des saisons, ils ont joué ça tellement bien avec l'un qui commence à
vraiment à péter un boulon, quoi, et qui supporte pas, et l'autre qui... Enfin, vraiment, je trouve que le duo, l'alchimie est géniale, mais les acteurs sont parfaits, quoi. Il y a une relation paternelle qui est très intéressante, je trouve. Enfin, vraiment, c'est un père et un fils. Un des autres personnages du film, c'est quasiment le décor du Nouveau-Mexique. Est-ce que justement, tu l'as dit, je crois, toi Clémence, ou alors toi Mickaël, je ne sais plus, je suis perdu là. Ça aurait pu se passer en Californie. Qui a dit ça? C'est Mickaël. C'est moi. Je pointe du doigt. tu donnes son laurier à Mickaël. Est-ce que justement en Californie, ça aurait été aussi bien, ou est-ce que ce choix-là du Nouveau-Mexique avec quand même une importance, notamment dans cet épisode pilote où il est en plein milieu du désert, tout ça. Bon, après il y a peut-être un peu de désert en Californie, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, est-ce que ce choix-là a une place importante et primordiale dans cette série-là, Emma? Je pense que oui, parce que c'est très révélateur et c'est un miroir de la situation des personnages. Un lieu désertique où il se passe rien, où vraiment c'est une vie un peu misérable, c'est complètement le miroir de la vie de Walter White et des autres personnes qui vivent au Nouveau-Mexique. Donc, si ça avait été en Californie, il y aurait eu un peu trop cette vie guindée, un peu trop cette vie, il y aurait eu trop de vie, c'est ça. Il y a une partie un peu plus, la Californie, c'est un état qui quand même est un peu plus aisé peut-être que le Nouveau-Mexique aussi. Là, ça renforce peut-être le propos même de la série. Oui, et puis en fait, ça reflète aussi, je suis complètement d'accord avec Emma, quand tu choisis une vie qui est de fabriquer de la meth dans une caravane, c'est quand même hyper solitaire, t'as pas les horaires, enfin je veux dire, tu travailles pas, tu reviens pas à 19h pour le dîner, quoi. Un freelance. Un freelance. Donc t'es hyper isolé, et en même temps, cette isolation fait que ça peut partir ça peut dégénérer en violence inouïe sans qu'il y ait de témoins, donc finalement, ils sont tout seuls, donc à l'abri de la société, à l'abri de tout le monde, mais en même temps, ça peut dégénérer très vite à l'abri justement de tout le monde. Bon à présent Emma, écoute, je me tourne vers toi afin que tu nous décèles un peu le vrai du faux dans cette série Breaking Bad. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il est l'heure du faux. Ça va être le nom de ta chronique maintenant. Le fameux qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, Emma. Fantastique. Jingle de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon comme l'a dit Aurélien, une chose que j'aime particulièrement et dont j'aime particulièrement parler dans mon focus, c'est le réalisme des séries. Surtout quand ce sont des séries qui se veulent de base réalistes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais parler du réalisme dans Breaking Bad. Et j'ai beaucoup dit réalisme en très peu de temps. 17 fois. Admirable. Au moins. Petit fun fact pour commencer, saviez-vous que la meth de Breaking Bad avait inspiré les dealers ? Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était pour la 3e saison de Breaking Bad. La meth bleue, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la meth bleue ça n'existe pas, c'est un accident du coup dans la série qui est une création de Walter White. Mais les dealers du Mexique ont décidé de s'en inspirer, de reprendre ce détail pour mieux vendre du coup leur meth. Et je trouve que c'est un joli coup marketing, même si les enfants, la drogue, c'est mal. Maintenant, passons aux choses sérieuses et passons au réalisme de la série. Et commençons par le personnage de Walter White. Info intéressante à savoir, c'est que Walter White existe vraiment. 10 ans avant Breaking Bad, ce que disait, avec peut-être un peu moins de détails Clémence, un tranquille père de famille dénommé Walter White bâtissait déjà un empire grâce à la méthamphétamine. Associé à son ami Sammy en charge de la distribution, White produisait le cristal le plus pur d'Alabama, un produit dont la réputation a fait de lui un homme très riche avant la déchéance. Et ça nous rappelle quelque chose, je dis ça, je dis rien. Comme vous le savez, la chimie est au cœur de la série, où des notions et des réactions très précises sont évoquées. La production bénéficie de l'aide de 2 chimistes de la DEA, les stupes américains, comme consultants pour le volet drogue et d'un professeur de chimie de l'université d'Oklahoma, Donna G. Nelson, pour les scènes de collège. J'ouvre les guillemets. Du point de vue de la chimie, il n'y a pas grand-chose qui choque dans cette série, commande Clovis Daringan, maître de conférences en chimie à l'université de Pau. On retrouve tous les codes de la chimie de laboratoire, y compris les ustensiles, fiole Erlenmeyer, ballon de récupération Gjedal. Pas faciliter la vie. Celui-là, il est dur. Franchement, pourquoi tu me fais ça, Aurélien? C'est toi qui as écrit ta partie. Bécher forme basse. Bécher, non? Bécher, c'est mieux. Bécher. Il me semble. Ça me perturbe tout ça. Il enfonce le clou. Merci. Bécher forme basse, flacon pour ébullition à fond rond, etc. Walter White, qui prend pour pseudonyme le nom du prix Nobel de physique en 1932, l'allemand Werner Heisenberg, garde ses réflexes de prof lorsqu'il cuisine, c'est-à-dire il fabrique de la meth, avec son jeune acolyte Jesse Pinkman.
La première chose qu'il lui dit, se souvient Clovis Daringan, est qu'on ne chauffe pas avec une piole jaugée, on utilise un ballon pour ça. Et c'est ce qu'on répète tout le temps à nos élèves. L'ancienne enseignante titulaire du PhD de chimie et consultante sur le sujet pour About.com, Ayn Emmelstein, note pour Sciences et Avenir qu'un prof de chimie américain type entrerait dans la profession avec un diplôme universitaire de premier degré. Pas avec un doctorat, mais la manière dont Wilde enseigne la chimie correspond exactement à ce que l'on doit attendre d'un professeur issu d'un laboratoire de recherche. Le réalisme commence donc dès le générique, comme en a parlé du coup Michael, avec les symboles. La séquence génère les titres et les crédits en mettant en valeur une ou deux lettres formant le symbole d'un élément du tableau de Mendeleïev, merci. Je crois. Hein. Non, mais je suis même pas sûr. Si, je crois que c'est ça, Mendeleïev. Affreux tous ces noms. Vous imposez les trucs en plus. En même temps, on parle d'un truc avec des noms imprononçables. Moi, au bout d'un moment, on me veut du mal. Revenons sur la chimie avec deux scènes fortes impliquant du coup cette matière très importante qui marque la première saison. D'abord, la dissolution à l'acide fluorhydrique du cadavre d'un dealer. Jesse Pinkman est censé procéder avec une bassine en plastique achetée dans un magasin de bricolage. Le choix de cet acide est très bien vu. L'acide fluorhydrique permet d'attaquer et dissoudre toutes les matières organiques et osseuses, y compris les dents, alors que les autres acides n'ont pas cette propriété, relève Clovis Daringan. Ensuite, il y aura l'explosion au fulminate de mercure provoquée par White chez le dealer Tuco dans l'avant-dernier épisode de la première saison. Ce produit apparaît sous forme de cristaux blancs. Le fulminate de mercure est effectivement très instable. On peut éventuellement discuter du réalisme de la taille du cristal dans l'épisode, mais il est vrai que si on en lance contre un mur, celui-ci explose. Petit tips d'ailleurs d'Anne Emmelstein, il aurait été plus simple selon elle d'utiliser du produit chimique de débouchage des tuyauteries, sauf que l'effet visuel n'aurait pas été le même et aurait été moins impressionnant. Du coup maintenant, si vous voulez des petits tips, vous l'appelez, elle va tout vous donner sur la drogue. Tout ça pour dire que la série Breaking Bad est très réaliste et c'est pour ça qu'on l'adore, parce que on pense que ça pourrait se passer dans la vraie vie. Merci beaucoup pour toutes ces informations et justement c'est donc Breaking Bad, une série qui est classée par exemple par The Hollywood Reporter comme deuxième meilleure série américaine derrière Friends, donc meilleure série américaine de tous les temps. Esquire, c'est la deuxième meilleure série dramatique après Les Sopranos et voilà, est-ce que c'est une série qui mérite autant cette deuxième place quasiment dans tous ces classements? Parce que j'ai compris que certains d'entre vous l'appréciaient, mais est-ce que ça mérite à ce point-là d'être la deuxième meilleure série de tous les temps ou pas? Alors moi ce que je relève c'est que Friends est la première série américaine de tous les temps pour Hollywood Reporter, ouais. Mais en termes d'audience ou en termes de non, c'est eux qui classent, c'est leur classement c'est eux qui classent. Ils ont décidé, ils ont dit c'est la meilleure. Ah ouais, ça t'étonne tant que ça? Bah franchement, Friends c'est sympa, mais non, mais alors on a fait un épisode sur Friends, alors nous sommes sur Breaking Bad. Non mais alors j'avoue, moi ça fait pas partie de mon arsenal de l'adolescence ni rien, donc j'ai pas ce rapport Madeleine de Proust, mais moi je trouve ça sympa, tu vois. Mais bon, ok. Pour Breaking Bad? Ah non, bah non. Ah oui, moi je te parlais de Breaking Bad du coup. Calmer, c'est quoi ce non. Bah non, justement, je pense que en tout cas pour moi, Breaking Bad mérite cette place. Ah, pour toi c'est mérité, Emma et Michael. C'est clairement mérité pour moi. Deuxième meilleure série de tous les temps, Michael aussi? En fait, ce qui est compliqué avec ces classements, c'est aussi par rapport au budget parfois. Et tu vois, quand tu prends Game of Thrones, une saison de Game of Thrones, c'était le budget pour tout Breaking Bad. Donc, tu vois, c'est compliqué. Mais je dirais que c'est mérité vis-à-vis de ça aussi, parce que ça a été fait vraiment avec rien, à l'image de l'épisode de la mouche. Et ça reste prenant jusqu'au bout. Donc... Et est-ce que vous avez vu le spin-off Better Call Saul, qui est donc le spin-off centré sur la vie de Saul Goodman, l'avocat corrompu de Walter? Oui, tu l'as vu, ouais. Toi, et t'as bien aimé, Emma? Il faut le voir juste pour un épisode en particulier, une scène où en fait il va voir 5 minutes quoi. Non, mais il y a une scène incroyable avec les toilettes. Vous avez vu Better Call Saul ou personne n'a vu? La saison 1 pour moi. Il y a une scène de toilettes, juste pensez aux toilettes, et quand vous la verrez, vous penserez à moi. Elle est géniale. Pensez aux toilettes. Pensez à moi. Vous l'avez pas vu, Michael et Clémence? Oui, t'as vu toi. Mais et tu recommandes aussi par rapport à Breaking Bad? C'est moins bien, c'est meilleur. C'est par le même créateur, hein, c'est aussi Vince Gilligan. Encore une fois, ça prend son temps. La saison 1 est moins bien que la saison 1 de Breaking Bad, mais apparemment, d'après des sources plus ou moins sûres, ça monte vraiment crescendo. Ouais. Voilà, tu confirmes Emma, et après ça part vraiment très loin. Mais la saison 1 est un petit peu en dessous de ce que nous avait proposé Breaking Bad. Breaking Bad, c'est donc une série sur la drogue qui plaît, et c'est un sujet qui plaît parce qu'on a eu d'autres séries sur la drogue comme Narcos par exemple, sur le trafic de drogue, et après il y a d'autres séries évidemment sur la drogue qui l'appréhendent autrement. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui plaît tant, ce sujet-là? Qu'est-ce qui donne envie aux gens de voir des séries sur la drogue selon vous?
Emma? En dehors de la drogue, je pense que les gens aiment voir des séries sur des sujets tabous et sur des sujets auxquels c'est pas accessible à tout le monde à portée de main. Et c'est ça, en fait, comprendre un peu mieux un sujet qui nous est tellement interdit par la société dans des détails si approfondis. C'est pour ça aussi, je pense que la Casa de Papel marche aussi bien. C'est parce qu'on détaille, on rentre dans l'explication, on voit chaque étape. Moi, je suis désolée, le premier épisode de Breaking Bad, on sait comment fabriquer de la meth maintenant. Non mais c'est tellement détaillé, on voit le nom des produits, on voit les quantités qu'il met, et c'est hyper intéressant de ce côté-là, ça en devient limite fascinant. Clémence, t'es d'accord avec ça? Ouais, alors moi je sais pas du tout pourquoi. Enfin, maintenant que je t'écoute parler, Emma, je suis absolument d'accord avec toi. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que toutes ces séries, et d'ailleurs ce que t'as cité, Casa de Papel, tout ça, c'est des séries, on sait que foncièrement ils font des trucs pas bien. Et ça revient à ce que tu disais au début, la question que t'as posée. Pourquoi est-ce qu'on est toujours de leur côté? Parce qu'on tolérerait pas. Enfin, je veux dire, on apprendrait que 10 ados font un casse, 10 jeunes adultes font un casse à la Banque de France. On voudrait pas forcément qu'ils s'en sortent, tu vois. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a de l'empathie et qu'on veut qu'ils réussissent. Parce qu'on est tous contre le capitalisme, c'est pour ça. Michael, donc toi, pour terminer, t'es d'accord avec ça? Alors, aussi, les gens kiffent aussi les séries style Narcos où c'est vraiment sur la drogue, mais c'est c'est autobiographique, on va dire. Mais peut-être pas autobiographique, mais biographique. Biographique, excuse-moi. Mais ce qu'ils aiment bien aussi, c'est que Breaking Bad, il part de rien et il devient un narcos, entre guillemets. Il devient Escobar. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une évolution folle. Et au départ, c'est vraiment, comme tu as dit, monsieur tout le monde. Et c'est ça qui, je pense, qui attire vraiment les gens. Avant le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut oui ou non voir ou revoir Breaking Bad, je vous propose avant que Clémence nous fasse un petit peu des recommandations pour savoir si on a aimé Breaking Bad, quelles autres œuvres nous pourrions regarder. Il est donc l'heure des recos de Clem. Oups. Je tombe toujours sur les jingles les plus longs, vous remarquerez quand même. Alors moi j'ai fait petite thématique violent avec beaucoup d'humour. Voilà. Violent et humour, très bien. Violent et humour, en fait les comédies noires surtout. Alors ma première recommandation, qui n'est pas du tout une comédie noire, pour la cohérence, c'est The Wire, donc la série de David Simon, produite par HBO parce qu'on est un peu corporate, en 2002. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est une grande fresque en 5 saisons qui se concentre tour à tour sur les trafics de stupéfiants, l'organisation des docks de la ville, la bureaucratie, et il y a ce côté hyper réaliste dont parlait Emma. Il faut savoir que le créateur David Simon a eu plusieurs vies, qu'il était auparavant reporter pour The Baltimore Sun, et que les histoires sont librement inspirées quand même d'une expérience d'un chef de police. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait lien avec Breaking Bad, c'est que c'est une vraie critique du rêve américain. Autre recommandation, On Becoming a God in Central Florida, une série un peu plus récente de 2019 qui a été produite par Showtime et notamment par Kristen Dunst et George Clooney, qui ont fait leur début en production avec cette série. Elle est complètement barrée. On retrouve toute la violence et le symbolisme de Breaking Bad sur fond d'un sujet qui est assez prégnant ces temps-ci, qui est l'arnaque pyramidale. Et encore une fois, du rêve américain, être le protagoniste de sa réussite matérialiste, la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est complètement barré, c'est génial, je vous la recommande. Elle a été reconduite d'ailleurs pour une saison 2. Et enfin, mon chouchou, ma série préférée ever, Fargo, série de FX de 2014, produite par les frères Cohen. Je crois qu'ils l'ont un peu lâché entre-temps parce qu'on est à la saison 4 et ils sont plus trop là. Et c'est une série d'anthologie dans le sens où chaque saison peut être visionnée indépendamment des autres à la American Horror Story. Et à l'image du film Fargo, ça se passe dans le Grand Nord. Il nous transporte dans différents états, donc Minnesota, tout ça, de l'Amérique, à travers plusieurs époques. Dans le Nord, là. Le Nord. Dans les milieux corrompus au service des dynasties criminelles. Et la série joue souvent sur le même dispositif que Breaking Bad. Le mec un peu poisson hors de l'eau qui se fait parachuter, normal, monsieur tout le monde, complètement ordinaire et qui se retrouve mêlé à des histoires à la folie, où la folie est poussée à l'extrême et c'est bourré d'humour et ça ne va jamais où on l'attend. Je recommande absolument Fargo. Merci beaucoup pour ces recommandations, mais attention, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, revoir Breaking Bad, Michael ? Oui. T'étais pas prêt à une question avec tant d'importance. J'ai regardé l'épisode 1 pour cette émission-là et j'avoue que peut-être que je me la referai juste pour ça. Ouais, donc je pense que oui, il y a une certaine... il est tellement bien cet épisode qu'il y a un moyen de tout refaire derrière. C'est une série qui a bien vieilli pour toi ? Alors, pas visuellement. Pas visuellement. Ça va encore. Ça va. Oui, elle vieillira jamais. Non, elle est toujours dans le temps.
Donc ça a prouvé. Clémence, est-ce qu'il faut oui ou non revoir Breaking Bad? Absolument. Il faut revoir Breaking Bad. C'est beau, c'est bien pensé dans les moindres détails. Alors moi, j'avais, pour être très honnête, lâché après un moment particulièrement horrible. Je ne spoilerai pas, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Ouais. J'avais lâché à ce moment-là. Franchement, j'avais dû digérer un peu le truc. Ouais, la blague est mauvaise. Bref, du coup, je pense que vraiment, je vais me le refaire et je vais essayer de passer outre ce moment. De dépasser ça. Mais ouais, incroyable. Et Emma? Aurélien. Oui. Aurélien, prépare-toi. Oui, dis-moi. Parce que c'est une alerte coup de cœur. Ah, j'adore. C'est parti. Je t'aime une fois. Je t'aime 2 fois. Je t'aime plus que le riz et les petits pois. Tu sais que je fais ça juste pour toi, en fait, Aurélien. Bah, j'adore lancer des alertes coup de cœur. C'est le moment préféré d'Aurélien. Mais mon Dieu, mais si vous n'avez pas vu Breaking Bad, il faut que vous le voyiez ou le revoir encore et encore. Franchement, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial. Tout est bien fait, l'écriture, la mise en scène, la photographie. Et non, c'est une série qui ne vieillira pas et qui ne vieillit pas. C'est génial. Et franchement, mais à chouchou, c'est dans mon top 3 des séries, donc allez-y, foncez. Et quant à moi, eh bien oui, moi aussi je vous recommande de revoir Breaking Bad. Je suis moins enthousiaste, beaucoup moins enthousiaste que vous tous, je sens. Mais en revoyant ces premiers épisodes, justement, je me suis repris un peu dans le rythme. Et je pense que c'est plus par la suite que la série m'a un peu perdu de temps en temps. Je trouve qu'il y a quelques longueurs, quelques petites choses un peu faciles, je le disais, dans l'écriture du créateur. Mais c'est quand même une très bonne série que je vous conseille de découvrir pour ceux qui ne l'ont pas découverte. Mais restez avec nous car tout de suite, je vous propose de se challenger avant de terminer dans un terrible blind test. Vous l'avez compris, hein, parce que je suis allé vite en besogne, mais Breaking Bad, on vous recommande très globalement de voir la série pour faire un petit bilan. Mais donc, je vous mets maintenant au défi avec un blind test. Il est donc l'heure du jingle blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. On va se mettre aujourd'hui au défi avec un blind test. Un blind test, en plus, attention, au thème mystère. Vous allez à la fin devoir trouver quel est le thème qui unit tous ces extraits de série. C'est des extraits donc en VF. Et la personne qui le trouvera remportera un point bonus qui pourra changer le classement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. Je sens que tout le monde est très peur. D'habitude, je peste en écoutant parce que je pense toujours être meilleur que vous. Et là, il est l'heure de faire face à la réalité. C'est parti. Le premier, vous me dites G quand vous pensez avoir la bonne réponse. On commence avec ça. Beaucoup d'éminents dissidents sont membres, donc nous vous avons préparé une liste de sujets de discussion. Ce n'est pas rien de battre les soviétiques à leur propre jeu. Nickel. Tchernobyl ? Non, c'est pas Tchernobyl. Faut pas donner, mais surtout, c'est pas ça les règles, faut pas donner le nom de la série. Bah si. Ben t'as dit un Ah non, à la fin, le thème mystère, je vous demanderai à la fin quel est le thème qui unissait. C'est ça. Je le garde pour moi, j'ai la bonne réponse. Elle a pas compris ce qu'elle faisait là. J'avais pas compris, non. Bon, je vous le remets. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Ah, c'est la VF, quoi. C'est dur. Je vais marcher. Jusqu'à l'aéroport. Vous allez rater le... Une série récente. J'ai ? Avec des Russes, oui. Non, j'ai pas en fait. J'ai pas. Une série récente avec des Russes. Oui, mais il n'y a pas que des Russes. Vous voyez pas ? Là, je sais pas s'il y aura beaucoup de dialogues par la suite, hein, mais... attendez, j'avance un peu. C'est la fin, ça, c'est la toute fin de la série. Ah bah. Mais il nous spoil en plus. Oui, c'est ça. Bah pour vous aider. Bah là. Une série sortie sortie en 2020. J'ai. Vas-y. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, Ah, exactement. Eh ben voilà. Ouais, mais les extraits, c'était pas ça. Un premier point. C'est la fin de la série. Ouais. Un premier point pour Emma. On Pas enchaîne. qu'il y avait une histoire de soviétique dans Bah le jeu si, de la il joue dame. contre tout ouais, truc des échecs. Eh oui. Écoute épisode Je suis d'après. C'est la bonne promo. Ah ouais, Il y a un la pire. épisode sur le jeu de la dame. Celui d'après, c'est une bande-annonce parce qu'il n'y avait pas d'extrait, mais vous allez pouvoir reconnaître. Ce sera peut-être plus simple. Je suis Steve Murphy, de la DEA. En 79, les voyous que je poursuivais portaient des tongs. DEA, arrêtez! Qu'est-ce que t'as là-dedans, hein? C'est quoi ça? Quand j'ai débuté, avec une saisie d'1 kilo d'herbe, c'était la fête. Mais très vite, on a saisi 60 kilos de coke par jour.
Les hippies ont été remplacés par des Colombiens. Et ces gars-là, ils portaient pas de tongs. Attends, Vas-y, je Mickaël. sais pas, c'est How Do You Sell Drugs Fast sur Netflix. Non, c'est pas ça, non. C'est pas la dernière série de Ryan Murphy? Non plus. Non. Bon, bah, je remets. C'est Oui. le flop. Franchement, là. On était en train d'assister à la formation du cartel de Medellín. Il y avait José Rodríguez Gacha. Bah, GG. Vas-y. Mais non, qu'est-ce que je fous? Non. Tu l'as. Better Call Saul. Non, bah non. C'est pas ça. Non, mais on en a parlé en plus, vous êtes bon. Bah, je J'ai. je crois que c'est Emma d'abord. The Wire? Non. Clémence. Narcos, exactement. Série sur la drogue. Mais tu sais quoi, je me suis dit Narcos, je me suis dit c'est pas possible, il a pas mis de Narcos en Bah blind si, test. et bah fallait le placer quand même. Un point pour Emma, un point pour Clémence. Pas mérité, hein, mais. Tout peut changer. On continue avec celui-là. Nous devrions descendre dîner. Daphné, avez-vous faim? La cuisine est excellente, je vous assure. La dernière fois que je suis... Je ne veux pas aller dîner. J'ai. Vas-y. Oh non. Les chroniques de Bridgerton. Oui, les chroniques de Bridgerton. Oh, bah dis donc, très forte Emma. En même temps, elle s'est entraînée de nombreuses fois. Non, surtout, j'adore. 2 pour Emma, 1 pour Clémence, 0 pour Mickaël pour l'instant. On y va avec le suivant, c'est celui-là. Le bien et le mal, c'est un jeu. Oh, il n'y a ni bien ni mal. J'ai. Vas-y. House of Cards. Quelle que Non, soit la pas du tout. Pas House of Cards, mais je Le comprends bien et le pourquoi. mal ont rien à voir là-dedans. Donc le meurtre de cette personne, c'est juste un fait. C'en est un, non? Personne ne meurt, personne ne vit, c'est juste 2 mots dans un jeu obsolète. Vas-y. Les gens sont morts. Prison Break. Non. En fait, c'est hyper dur avec les séries, les blind Les tests. séries, c'est très parce dur, que un film, bon, c'est Ah. commencé, tu vois, des mais. scènes mythiques, Ouais. effectivement. Voilà. Avec des tueurs en série. J'ai. Vas-y. Mindhunter. Mindhunter, Non, exactement. non. Exactement. Deuxième point, on est à égalité là. 2 pour Emma, 2 pour Clémence. 0 pour Mickaël. On est 0 pour Mickaël. Le dernier, c'est celui-là, mais attention, après, je vous demanderai quel est le thème mystère. Voilà. C'est parti pour le dernier. Je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants. Clémence. De femme à femme. Nous avons le même âge, après tout. Vraiment, nous n'avons que 6 mois de différence. Ah. Et qui est l'aîné? Je le suis, madame. De femmes qui tiennent la boutique. C'est la dernière chose dont ce pays a besoin. Peut-être est-ce précisément ce dont ce pays a besoin. Mon objectif est de faire passer ce pays du statut de dépendant Une série à récente. autosuffisant. Et il me semble que j'y parviens. Le chômage, la récession, les crises. C'est un jeu dangereux de se faire des ennemis à droite, à gauche, ainsi qu'au centre. Cette saison-là est récente. Ah, si l'on ne se soucie pas d'avoir des ennemis. Oui. The Handmaid's Tale. Non, ça c'est non, bah ça parle pas Il y a autant la même, de. En fait, il y a la voix française de. Ah peut-être. C'est une série qui est sortie cette saison-là, en tout cas, est sortie à la fin de 2020. Vous voyez pas? Bon, vas-y. The Handmaid's Tale. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. Bah super. J'ai pas entendu. Bon bah je remets, bah dis donc, on n'y arrive pas. Pourtant c'est pas si dur. Hein. T'es sûr qu'on connaît? Oui. Un jour, mon garçon, vous serez roi. Dois-je vous rappeler Vas-y. l'important? Game of Thrones? Non. Non, Emma, tu voulais. The Crown, exactement. Bah dis donc, c'était laborieux. Mais est-ce que vous avez. Mais Est-ce c'est pour que ça l'un que de ça vous. m'a dit un truc le début. Il y a Emma qui a le thème Bah, mystère. c'est la drogue. Non, pas Bah du si, tout. ils se droguent tous dedans. J'ai. Non, vas-y. C'est Netflix? Exactement, que des séries que des Netflix. séries Netflix. Ça crée une égalité. Bon, vous choisirez ensemble. Écoutez, Non, mais surtout, ça ils se fait. droguent tous dans toutes les séries. Dans The tellement. Crown, pas dans il n'y a The pas de Crown, drogue. Oui, si, hein, il y a un peu addiction. Ah, de Margaret. Ah, non, bah attends, on a dans Bridgerton, ils se droguent. Dans... Oui, bah, un peu. Non, bah ça, écoute, non, ça ne marchera pas. C'est une égalité. Voilà, bon, bah en tout cas, bravo. Vous pourrez choisir le thème qu'on fera dans un prochain épisode. Et puis voilà, donc épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos serial killers du jour. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le @épisode 1 podcast où il y a plein de contenus exclusifs et des petites infos que vous pourrez découvrir. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.